Alors, première chose, Yaya, moi, ce qui m'a interpellée chez toi, ce sont les titres de tes romans. Ils sont très prometteurs parce qu'ils sont très métaphoriques. Et par exemple, ce bus dans la ville qu'on peut trouver ici, il est une machine, hein, banale, réaliste, mais en même temps, il est une métaphore du voyage et peut-être bien de l'exil. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de cet itinéraire mémoriel qui se superpose à l'itinéraire géographique et qui nous permet de faire un retour sur soi. Ce bus qui tourne sans fin, mais qui ravive nos blessures, ce bus incantatoire et qui est lié, je ne sais pas si tu voudras le dire, mais je sais que ce bus est lié pour toi à une grande douleur de ta vie, que tu l'as écrit peut-être pour l'exorciser, cette douleur. Est-ce que tu peux nous parler de ce bus? Je ne sais pas si on peut exorciser quelque chose, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si... je crois qu'on tente toujours d'avancer, d'essayer de dépasser des choses. Mais en fait, le bus dans la ville, c'était mon premier texte que j'ai écrit après un voyage en Algérie. Donc, non, ça ne me dérange pas de le dire. Ça coûte un peu, mais c'est quand on est en présence de la bienveillance, de regard bienveillant, on sait qu'on peut dire, parce que je sens, pour moi et ma famille, tous ceux qui me regardent gentiment, ce sont ma famille. Quelle que soit leur religion, le territoire d'où ils viennent, leur nationalité, ce n'est pas important. L'important, c'est que dès qu'on pose un regard gentil sur moi, ça y est, je fonds, je suis amoureux, et voilà, et je suis de cette famille-là. Donc je suis resté quelques années sans partir en Algérie, à Paris, parce qu'il y avait la guerre civile en Algérie. Puis un jour, ma mère décède, et donc je décide de partir, et je voulais me recueillir sur sa tombe, et par là même me recueillir sur la tombe de mon père, que je n'ai pas visité pendant de longues années. Et donc c'était une idée que je qualifie toujours de stupide, mais enfin non. Après, au départ, c'était stupide comme idée, mais par la suite, tellement elle était insupportable, elle est devenue fondatrice. Donc les tombes, je ne les ai pas trouvées. Je ne suis pas dans les années 40 ou 30 ou 1800 ou 1700 ou 1600, je suis en 1998, 99, je crois. Donc c'est insupportable, inacceptable, quoi. Bien, voilà, je ne pouvais rien faire d'autre, je suis rentré, et puis donc il a fallu digérer cela, et puis un jour je me suis mis devant l'ordinateur et j'ai écrit Le bus dans la ville. Voilà, c'est une ville que je ne nomme pas, qui n'est pas nommée, donc ni la ville ni le pays, et c'est un bus, le narrateur est dans le bus et il nous raconte ce qu'il voit. Est-ce qu'il voit ce télescope avec les images du passé qu'il a? Donc hier, aujourd'hui, cette ville qu'il trouve laide, qu'il trouve sans aspérité, sans atout. Et puis en même temps, on sent que c'est une ville où il a perdu ses illusions, quoi. Et peut-être même ses rêves. Voilà, c'est ça le bus dans la ville. Donc c'est né d'une blessure. Bon, nous sommes tous blessés, hein. Nous sommes tous... il n'y a pas un qui est blessé plus que l'autre. À partir du moment où notre condition d'homme nous impose d'être blessés. Je crois que tous, plus ou moins, nous avons quelque chose. Mais bon, moi, ça m'a amené vers l'écriture et c'est ainsi que je suis devenu écrivain. Je n'étais pas destiné à être écrivain, je ne pense pas. Moi, j'avais commencé à être directeur des ressources humaines dans des entreprises en Algérie. L'Algérie à construire, l'Algérie à faire. Bon, vous savez tous très bien qu'on est revenu du rêve et de l'utopie. Et bon, par la suite, donc, j'avais participé à des contributions, j'ai écrit des essais, mais le roman, et c'est comme ça qu'il est arrivé par cette histoire de tombe que je n'ai pas trouvée. Et donc, je suis arrivé au roman. J'en suis bien heureux maintenant d'être dans le roman, puisque je n'arrête plus d'écrire. Alors précisément, Yaya, dans ton écriture, tu as un traitement de l'espace qui est tout à fait particulier. Cet espace est toujours déliquescent. Il fait souvent tourner ton roman au fantastique et à la fois c'est un espace réel et en même temps c'est un espace sans contour. On ne sait pas, il n'est jamais vraiment nommé, il n'est pas vraiment situé
historiquement, même si des noms émergent. Mais quand tu fais émerger des noms, c'est plus pour nous perdre que pour nous trouver. Donc, on voit ton espace qui a quelque chose qui veut le rendre universel. Et au fond, c'est l'espace de tout le monde. Et donc, si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut, on reconnaît que Deia et Adèle se sont réfugiés quelque part en Italie. On sait bien que ce sont des images d'un bonheur, plutôt idéal d'ailleurs que rêvé, parce que quand la mer, cette gentille Méditerranée, va renvoyer le corps de Badil, le bonheur vole un peu en éclats. Alors la question que j'aimerais te poser, ton espace, c'est toujours l'espace des hommes perdus. Es-tu un homme perdu, Yaya? Ah, ça, je ne sais pas. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas perdu parce que, tout simplement, je l'ai constaté quand je suis allé en Haïti. Et j'ai retrouvé une fraternité extraordinaire. C'est un pays que je n'ai jamais vu de ma vie. J'ignorais son existence. Un jour, il est rentré par effraction dans ma mémoire. Et puis, un jour, j'ai eu l'occasion d'y être et j'ai vu des gens de toute beauté. Pourtant, Haïti, vous le savez, c'est un pays peut-être le plus pauvre au monde. La misère les prend par les pieds, par le bout des pieds et monte. Mais eux, ils sont tous poètes et ils créent, et ils inventent. C'est incroyable. Donc j'ai trouvé fraternité. Je suis allé en Asie centrale, c'est des pays très lointains de moi, culturellement et tout ça. J'étais étonné de voir un peu dans la plaine du Kazakhstan, comme ça on était perdus. Et puis au loin, on voit une yourte. C'était comme un truc, comment dire, un truc de carte postale, une yourte comme ça, dans le loin, un cheval. Et puis au bout d'un moment, on avance. Et puis il y a une femme qui sort de la yourte, elle nous a vus, et elle arrive avec du lait. Voilà, donc je me suis senti en fraternité avec elle. Voilà, je vis en France depuis 25 ans. J'ai l'habitude de dire, non, plus que ça, pas l'habitude, j'ai dit à mes enfants et à ma femme que quand je mourrais, je voudrais être enterré ici, par exemple. Donc c'est un choix. Et puis, je suis en fraternité avec plein de gens à Paris, à Saint-Malo, en Savoie et dans la Dordogne. Donc voilà, je suis en fraternité avec un certain nombre d'endroits en Algérie. Pas avec ma ville natale, c'est un peu problématique. Je me suis surpris à dire, un jour on m'a interrogé, puis ça m'est sorti, maintenant je peux le répéter, parce que au moment où j'ai sorti, je ne l'avais pas prémédité, j'avais dit, j'aime toutes les villes du monde sauf ma ville natale. Et c'était les gens qui m'écoutaient, qui ont été surpris parce que cette parole, qui m'ont réinterrogé, m'ont dit, mais vous savez, vous avez dit ça, je n'avais pas l'impression de l'avoir dit. Et ça s'est révélé comme une évidence pour moi, peut-être pas. Mais je dis ça comme ça, mais je suis un vieux monsieur maintenant qui essaye de relativiser tout ça. Donc, perdu, peut-être que oui, peut-être que non, parce que je trouve des fraternités ailleurs, mais peut-être perdu parce que, dans le sens où un jour un poète algérien, un excellent poète algérien, on marchait ensemble dans Paris, on discutait de littérature et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il se retourne vers moi, il me dit, mais t'as pas de dos, toi. Je regarde, interloqué, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ah ben, il m'a dit, tu me ressembles, moi aussi, j'ai pas de dos. Bon, mais c'est quoi? Comment on n'en a pas de dos? Ben oui, nous sommes Algériens. Nous n'avons pas sur quoi nous adosser, à quoi nous adosser. Je vous assure que c'était quelque chose qui m'avait bouleversé quand il m'a dit ça. Alors j'ai compris ce qu'il voulait dire, que c'est une histoire millénaire faite de troubles, d'invasions, de violences et tout ça, que ça ne s'arrête pas, quoi. Et que chaque fois, il y a des gens sacrifiés, des générations sacrifiées. Ben, peut-être aussi perdu pour ça, mais en même temps, je me retrouve parce que je me crée par ailleurs une autre famille, d'autres familles, et même les Algériens, c'est ma famille, mais les Algériens qui sont porteurs du beau, quoi, du beau, pour moi, le beau, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est la création, bien sûr, c'est tout ça. C'est pas forcément juste l'artiste. Donc voilà, perdu, peut-être pas perdu, mais dans le bus, dans la ville, dans si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut, nulle part je nomme les villes ni les pays. Parce que c'était pas parce que je pensais à l'universalité, pas du tout. Je me suis dit à un moment juste que l'horreur n'a pas besoin de territoire. Qu'elle soit en Algérie ou au Rwanda ou en Centrafrique ou au Nord Kivu,
partout, à partir des moments où il y a la haine, donc il y a comment dire, le meurtre. Et donc, l'installer dans le territoire algérien, bon, les gens reconnaîtront. J'étais content quand des gens ont lu le texte et n'ont pas pensé à l'Algérie, ont pensé à leur pays. Ça m'a touché, j'ai dit oui. Parce que l'horreur, elle est partout. Voilà. Justement, tu parlais d'Oran. Tu es né à Oran, donc, et cette ville, on a bien entendu, tu n'aimes pas tout sauf ta ville natale. Alors que tu la présentes, elle est laide, c'est vrai, absente. J'ai noté ce que tu pouvais en dire, hostile, chaotique. Tu écris sans mer, sans forme, sans arbre, sans fleurs, sans oiseaux, sans avenir, sans présent, sans passé. Mais d'un autre côté, quand on lit ton texte Une longue nuit d'absence, page 53, tu présentes quand Paco arrive à Oran, il y a des ficus, il y a des arbres, il y a un café, on entend des choses sympathiques. Donc, quelle est ta véritable vision d'Oran? Parce qu'en même temps, c'est une ville que tu trouves hostile, et en même temps, tu la trouves... tu y vois de la lumière quand même. C'est assez particulier ta relation à Oran. Et quand tu racontais cette histoire de Santa Cruz l'autre jour, là, que le taxi que tu avais pris, qui ne pouvait pas t'emmener, qui ne connaissait pas, et tu as dit, oui, c'est là qu'on voit qu'il n'y a plus de repères, ils ne se souviennent plus de rien. Et comment un homme grandirait-il sans racines? Donc, ta vision d'Oran, peut-être que c'est la ville que tu détestes le plus au monde, mais quelquefois, tu la peins très différemment. Et que j'aime aussi, par conséquent. Oui, parce que la haine, c'est quand même l'envers de l'amour. Hein. Certainement. Mais en fait, il y a deux choses. Je suis l'enfant d'Oran, chez moi, dans mon bureau, à la maison. Il y a 2 peintures d'Oran et une aquarelle sur Oran. Donc, voilà. Et tous les livres qui sont sortis écrits sur Oran, je les ai tous, pratiquement. Donc tu n'aimes pas Oran, c'est ce qu'on voit. Voilà. Bien, mais en même temps, Oran, c'est le nom d'autre chose. Elle est le nom d'une utopie perdue, d'un possible qui s'est éloigné aussi. Je suis l'enfant de l'Algérie, dans l'Algérie qui est... on ne va pas refaire l'histoire de l'Algérie, parlons juste des 50 dernières années, l'Algérie indépendante en 1962, d'un possible qui vient, et puis ce possible recule jusqu'à... Nous sommes en 2014 et nous faisons le bilan. Si on veut faire le bilan, c'est 50 ans d'humiliation, de brutalité. À partir de là, Oran est le nom de cela, fondamentalement. Donc, Oran, c'est, si on veut, c'est l'Algérie, quoi. Mais en même temps, c'est Oran, c'est là où je suis né, là où j'ai grandi. Mais quand je parle d'Oran précisément, quand tu dis, c'est dans une longue nuit d'absence. Une longue nuit d'absence se passe dans les années 40, 50, 60. Ça ne se passe pas dans les années 90, 2000. C'est différent. Et quand j'ai écrit Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut, j'avais l'impression d'être bloqué, que je ne pouvais rien écrire. Et j'ai eu cette occasion de partir vers ailleurs et vers le passé pour pouvoir revenir à mon prochain roman. Je peux vous le dire, il va sortir à la rentrée. C'est encore plus loin dans le passé, ça se passe au XIXe siècle. C'est peut-être parce que je ne trouve pas d'explication aujourd'hui que j'ai besoin d'aller vers le passé, encore creuser un petit peu et essayer de comprendre. Parce que ce n'est pas une fatalité quand même, la violence, ce n'est pas une fatalité de la souffrance aussi d'une société, d'un peuple, tout ça. Donc essayer de comprendre d'où vient cette violence qui continue encore. Il y a encore 10 ans, il y avait une guerre civile effroyable en Algérie. 200 000 morts, quand même, c'est pas rien. Et c'est pas une armée contre les Algériens, non, c'est des Algériens contre les Algériens, quoi, pour des tas de raisons. Donc les islamistes contre l'armée algérienne, voilà. 200 000 morts, tout le monde est sorti fracassé et traumatisé par cette guerre, de sorte qu'aujourd'hui, on vous présente même une momie comme président, vous l'acceptez. Vous êtes... pour moi, ça s'appelle la momie, voilà. Donc, voilà. Quelqu'un qui pourrait se reposer, être chez lui avec des égards et tout ça, et qui accepte de... Je crois que la plus grosse humiliation... Moi, j'ai écrit, il y a un texte, Algérie 50, où j'ai écrit 50 ans d'humiliation, de brutalité. Mais la plus grosse humiliation que subissent les Algériens, c'est cela aujourd'hui.
c'est de leur proposer un président impotent, une momie. C'est incroyable. Je ne crois pas qu'il y ait pire humiliation. Et les gens ne se révoltent pas, même s'il y a ici et là des émeutes et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un drame quelque part qu'il faut chercher à comprendre. Alors, ce n'est pas de mon ressort de le comprendre. Moi, j'essaye, à mon niveau, mon humble niveau, mon modeste contribution, d'essayer de tracer des pistes, quoi. Mais c'est tout. Mais il y va aussi de ma propre vie et de la vie de mes enfants. Il faut que mes enfants croient en un possible pour eux. Donc, mes enfants, il faut qu'ils grandissent d'autre manière. Bon, mes enfants sont nés en Algérie. Maintenant, ils sont là depuis un bon moment déjà. Ils grandissent ici. J'ai un problème parce que l'une de mes filles n'est pas retournée en Algérie depuis 18 ans. Et quand je lui parle, je lui dis, bon, il faut que tu partes. Elle me dit, je n'ai pas besoin pour l'instant, on verra plus tard. Voilà, bon. Ça aussi, c'est le fruit de ce que je connais. Ça me touche, ça me fait mal, parce que j'aimerais bien qu'elle fasse qu'elle aille voir, même si ça ne lui plaît pas, même si elle aime pas, mais elle n'arrive pas à partir, quoi. Donc voilà, on est poursuivi par c'est quelque chose comme ça qui est assez douloureux, lourd, difficile. Quand je parle avec Boualem Sansal, on en parlait tout à l'heure, il est là-bas en Algérie, mais enfin, il est là-bas sans vivre là-bas, il n'a pas de vie en Algérie. Il est là-bas pour 2-3 jours, il prend un avion, il va un peu partout dans le monde, il rentre, il ne s'adresse à personne, personne ne s'adresse à lui, sauf sa femme et ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Il est totalement isolé, donc, et il sait qu'il ne peut rien entreprendre là-bas aussi. Donc voilà, c'est que nous sommes devant quelque chose, depuis le poète algérien qui dit on n'a pas d'eau, Boualem Sansal qui veut tous les jours partir mais qui n'arrive pas à partir, et qui est isolé là-bas. Moi qui essaie de faire en sorte que ma fille parte en Algérie mais elle ne part pas. Donc voilà, on est dans quelque chose qui nous dépasse, mais on essaie de comprendre, on essaie d'avancer, on essaie de se construire, parce que sorti de là, il faut essayer d'être un homme et de continuer le chemin. Un homme et une femme, je veux dire. C'est terrible ce que tu racontes là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vite avoir des visions caricaturales de l'Algérie, qui est comme ci, comme ça. Et en fait, cette déchirure permanente, cette volonté de comprendre, ce roman que tu vas aller chercher dans le 19e siècle, montre bien ce fait aussi que tu dises que le président est une momie. Donc comme si l'Algérie était classée hors du temps, et comme s'il n'y avait plus de solution dans le présent et dans l'avenir. Eh bien, je constate dans ton œuvre qu'il y a un brouillage évident des temps, et ça on le retrouve un peu dans tous tes romans. Tout est en aller-retour, tout est en rupture. Le bus, il tourne, il passe, succession d'images, des flashs, on revient, on ne sait pas où on est. Quand je dis on ne sait pas où on est, c'est pas une critique, c'est une constatation. Quand on est dans « Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut », c'est pareil, des allers-retours, des scènes, on y reviendra, particulièrement dures. Et puis, tout est en rupture. Et ce brouillage, il est remarquablement orchestré par ton talent d'écrivain. C'est sûrement le reflet d'une douleur. Mais est-ce que la rupture, tu ne l'écris pas parce que seule la rupture permet de recommencer? Oui, mais je ne peux pas, moi, fonctionner sans rupture. C'est impossible. Je suis le fruit de ruptures successives. Hein. Une histoire en rupture. Et donc, je n'arrive pas à écrire sans rupture. Dans mon prochain texte, quand il a atterri chez l'éditeur, il me dit « Ah, mais c'est en rupture. » J'ai dit « C'est depuis le début que c'est en rupture, c'est pas aujourd'hui. » Ça, moi, je fonctionne comme ça, j'écris comme ça. C'est de cette manière-là que j'arrive à écrire. Pardon. Je me vois mal faire un truc linéaire qui continue. Mais non, mais je suis le fruit de cette rupture, de ces différentes ruptures. Vous savez, quand on voit l'histoire de l'Algérie, c'est depuis la Grèce, Rome, les Vandales, Carthage, je sais pas, dans le désordre maintenant, je sais pas, et les Vikings et tout le monde, hein, les Arabes, les Turcs, les Espagnols, les Français, tout le monde est venu sur cette terre, tout le monde a laissé un peu de soi. Et donc, la crise qu'affronte l'Algérie aujourd'hui, c'est une crise identitaire. Les Algériens ne savent pas d'où ils viennent, ni qui ils sont. Et ça, c'est assez dramatique. Donc moi, pour essayer d'écrire, pour essayer de produire de la littérature,
je n'ai que ces ruptures, que cette manière d'affronter l'histoire algérienne et de proposer peut-être de temps en temps une petite lumière comme ça, parce qu'il y a de lumière quand même. C'est ça ce qui est intéressant. Et je pense, je vais te poser une autre question, mais je me disais quand même que ce bus dans la ville, il ressemble quand même furieusement, mais alors furieusement, à celui que prend Meursault pour aller à l'enterrement de sa mère. Parce que franchement, écoute, il est porté par les mêmes soubresauts. Bon, ton personnage a le nez collé, je te le cite, à une vitre de bus très sale. Je trouve qu'il lui ressemble terriblement. Et il y a, je crois que il y a entre toi et Camus quelque chose, quoi. Je sais qu'il y a quelque chose, mais il y a quelque chose de qu'on retrouve même dans l'écriture, à savoir que ce personnage, il est vraiment pas bien. Le personnage dont tu parles, il n'est pas bien non plus. Et ils sont tous les deux transportés par ces chaos qui créent quelque chose une sorte d'endormissement même. Et plusieurs fois, j'ai remarqué que tu allais chercher des racines chez Camus. Mais j'ai remarqué aussi dans Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut, carrément, un de tes personnages lit Le village de l'Allemand de Boualem-Sansal. Oui. Alors si ça, c'est pas essayer d'aller les chercher ces racines, je ne m'y connais plus. Non, mais bien sûr, parce que Albert Camus, c'est essentiel pour moi. Moi, l'Algérien, lui, l'Algérien, moi, le Français, lui, le Français. Lui, cette voix inentendable, à l'époque, personne ne voulait l'entendre. Des gens comme moi et comme Boualem-Sansal, personne ne veut nous entendre. Donc voilà, c'est quelque chose de va-et-vient, hier, aujourd'hui, ça continue, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Je ne pense pas que ça va s'arrêter encore, j'espère qu'il y aura une génération en Algérie qui essaiera de renouer avec l'ensemble de l'humanité, tout ça, qu'elle sorte de cet enfermement dans lequel on a mis les Algériens. Mais c'est vrai que pour moi, il y a une filiation pour nous. De manière générale, tous les écrivains algériens ont un lien avec Albert Camus. On ne peut pas faire sans Albert Camus. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu Albert Camus et ça a déterminé un certain nombre de... Parce que nous sommes obligés, en tant qu'écrivains algériens, de dialoguer avec lui. Certains pour le rejeter, d'autres pour le revendiquer, d'autres pour dialoguer ou disons, proposer autre chose. Je ne trouve pas qui propose autre chose, à part l'anathème, mais il est fondamental pour nous. Et plus que ça, en tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui m'aide à vivre, parce que je puise dans sa réflexion, dans son travail, des raisons de croire, de penser que c'est possible, que oui, une petite lumière là, une petite lumière là-bas, c'est intéressant. Et c'est ça. Par exemple, c'est pour ça que j'aime pas le soleil. Moi, je suis quelqu'un que j'aime pas le soleil. Moi, j'aime la lune. Parce que la lune éclaire un petit bout de chemin. Juste, moi, je ne veux pas tout le boulevard, je ne veux pas l'avenue, je veux juste un tout petit bout de chemin. Même plein de cailloux, ce n'est pas grave. Mais juste une petite lueur comme ça, et ça suffit à mon bonheur. Parce que le soleil, je l'ai eu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a écrasé, il m'a rendu infirme, pratiquement. Donc, le soleil, moi, ça ne m'intéresse pas, le soleil. Moi, quand il fait comme ça, je suis heureux. Je pense qu'il faut que tu habites à Saint-Malo. Oui, ça me va. La Bretagne, Saint-Malo, tout ça, ça me va très bien. Oui. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais Camus, oui, bien sûr. Et puis, ça ne me gêne pas que j'aille vers Camus. Au contraire, je suis très heureux. Je me sens en fraternité avec Albert Camus, comme avec Boualem-Sansal. Et pourquoi j'aimais Boualem-Sansal dans mon roman? Parce qu'à ce moment-là, quand le texte sort, en Algérie, on dit... Boualem-Sansal, c'est un traître. Alors moi, dans mon roman qui sort juste après, mon personnage lit Le village de l'Allemand. Que vous le voulez ou pas, ah ben oui, il y a eu des Algériens, des gens nazis qui étaient là. Voilà, c'est tout. Et dire ça ne veut pas dire détester l'Algérie. C'est peut-être ça qui fait qu'on l'aime. Parce qu'on aime dire la vérité, ce n'est pas détester son pays. Je ne pense pas, au contraire. C'est aimer son pays, comme dirait Camus. Dans la justice et la vérité. Et quand vous aurez lu l'œuvre de Yahya Bellaskri, vous pouvez lire Le village de l'Allemand de Boualem-Sansal, parce que ça a quand même un choc existentiel. Alors, juste un instant, tu es comme Camus,
celui qui aime. Tu le dis tout le temps, c'est même écrit dans tes mails, où tu reprends des phrases de poèmes. Et cet amour, il est d'autant plus puissant qu'il se puise à la désespérance. C'est vraiment pas... c'est aimer pour ne pas désespérer. Et donc, tu écris des choses, et c'est paradoxal, plus elles sont terribles, et plus la lumière jaillit de façon fulgurante. Alors, je te cite des exemples. Dans le bus dans la ville, bon, c'est terrible, hein, ce bus qui tourne. Mais il y a Sherifa, il y a Halima, il y a Laïla, il y a Kateb Yassine. Il y a autant de poésie qui arrache des ténèbres notre part d'humanité, qui l'oblige à exister. Dans Si tu cherches la pluie, il y a quand même beaucoup d'histoires d'amour, et de toutes sortes. Il y a l'amour des amants, mais il y a l'amour des frères, Adèle et Badil. Il y a l'amour de la fille pour sa mère. Il y a l'amour de l'enfant avec son père, des amis entre eux. Et dans Une longue nuit d'absence, on a ce magnifique Paco et sa femme, avec un dénouement que je ne vous raconte pas. Eh bien, j'ai envie de te demander quelle est ta vision de l'amour, même si je connais la réponse. Non, mais en fait, avant de parler de la vision de l'amour, elle est quelconque. C'est pas grave, c'est pas important ce que je dis moi. Mais pour moi, il y a deux points essentiels. Les femmes et les poètes. Ah, vous enlevez les femmes et les poètes, on est cuit. On est foutu. Franchement. Ah, je mange, c'est les poètes. Ben voilà, dans mes livres, c'est les femmes et les poètes. C'est pour ça que je cite Kateb Yassine ou Jean Sénac, ou Albert Camus, pour moi que j'étais comme un poète, ou alors les figures de femmes, effectivement. Mais sur la question de l'amour, ça va de simple regard doux, bienveillant, jusqu'à la passion, bien sûr, jusqu'à aimer. Et la gentillesse, la bienveillance, ça paraît niais, ça paraît orage, mais non, c'est important de regarder quelqu'un, de lui dire qu'il est gentil, qu'il est sympa, de regarder, de lui dire qu'il est beau, que j'aime être avec toi, ça me fait plaisir de prendre un café avec toi, viens à la maison prendre un verre, mais je crois que c'est quelque chose de... Je sais pas, c'est naturel, c'est normal. Et puis pour moi, je suis comme ça. Et puis oui, c'est vrai, je suis un amoureux transi. Je suis tout le temps amoureux, c'est extraordinaire. Mais j'adore et ça me maintient en vie. Je suis un mec, je suis capable de dire tout de suite à quelqu'un, oui, je t'aime. Je n'ai pas, je suis ni gêné. C'est extraordinaire ça, parce que tu sais que maintenant, les gens, ils ont trouvé le moyen d'abîmer le verbe en disant, je t'aime bien. Tu vois, sur l'échelle de Richter, je te mets à 4,5, quoi. Voilà. Je t'aime bien, je t'aime... Ouais, je t'aime bien quand même. Des fois, on ajoute quand même. Et c'est vrai que maintenant, ça passe pour quelque chose de scandaleux de dire à quelqu'un « je t'aime », alors qu'on peut dire « je t'aime » à un ami. Absolument. On n'est pas obligé de dire « je t'aime » à quelqu'un, c'est pas charnel forcément. On peut dire « je t'aime » à son chat. On peut dire plein de choses. Et si tu veux, je suis contente de t'entendre dire ça, de redonner à l'amour son sens absolu, plutôt que ce sens « je te quantifie un petit peu ». C'est ça. Moi, je suis capable de dire à quelqu'un que je l'aime. Mais je l'aime pour de vrai. Mais je l'aime pour toujours. Mais je l'aime à fond. Je l'aime, il m'appelle ou elle m'appelle, j'arrive dans la mesure de mes moyens. Mais j'y vais, oui, mais il n'y a pas de problème. Moi, quand je suis amoureux, je dis je vous aime, je t'aime, et je suis là. Si tu as besoin de moi, si tu as besoin d'un regard tendre, d'une douceur, je vais t'acheter du chocolat si je peux, si j'ai les moyens. Je sais pas, je te fais les courses. Si tu es malade, je fais le ménage à la maison. Mais je le fais avec des copains et des copines. Hein, quand ils ont un problème, ils sont malades. Mais j'y vais. Je fais le ménage chez eux, je nettoie, j'achète, je fais la cuisine et je m'en vais. Mais pourquoi ? Ça ne me réduit en rien. Mais au contraire, mes amis sont heureux de ce moment-là que je leur offre, parce qu'eux me donnent énormément. Mais même au-delà de l'amour, se donner, recevoir, il faut leur redonner leur signification. Mais avec un regard, on donne. Avec je ne sais pas, prendre quelqu'un dans ses bras comme ça, si on donne, on offre. Il faudrait peut-être qu'on réapprenne tout cela. Et moi, de toutes les manières, alors, j'ai dit un jour, je n'ai pas de choix. Non, j'ai fait le choix. Je viens de loin et puis j'ai fait le choix d'être comme ça, quitte à être pris pour un imbécile ou un gentillet ou un niais, c'est pas grave. Moi, j'aime tout le monde. Pourvu quand même, mais j'aime tout le monde. Moi, ça va. Là où je vais, je suis amoureux, c'est extraordinaire. Et j'écris, hein.
Et j'écris aux copains, aux copines, j'ai leur téléphone et tout ça. Moi je suis le spécialiste connu, franchement. Ce n'est pas pour me vanter, pour écrire, pour interroger, pour appeler, pour dire si quelqu'un ne veut pas, je m'arrête, bien sûr. C'est vrai, Yaya, il m'arrive de t'écrire des mails. Quand tu ne m'as pas répondu dans les 2 heures, j'ai peur que tu ailles pas bien. Alors, pour revenir à tes romans, les personnages, ils semblent avoir bien perdu leur capacité de rêver, mais quand même, le narrateur du bus, par exemple, il semble ne pas tomber dans l'abîme. Et notamment, il parle de son frère absent, qui est peut-être en vie. Donc, les personnages, je pense que tu as dit quelque part que quand on abdiquait, on renonçait à son humanité. Et donc, est-ce que tes personnages, c'est pas sans doute si tes origines, ton parcours, les ruptures successives qu'a connues ton pays, la colonisation, les émeutes de 88 dont tu parlais tout à l'heure, la guerre civile qui s'incarne. Et cet homme du bus, il est sensible, il a fait des études, il aime la poésie, le théâtre, l'amour, la vie. Il te ressemble aussi, lui. Et tes personnages, ils sont quand même une multiplicité de Yaya qui essaye, à travers l'un, à travers l'autre, de construire l'homme qui est tout en rupture. C'est formidable. Tes personnages sont déconstruits, mais ils aident à une magnifique reconstruction. En tout cas, quand un écrivain dit mes romans sont... C'est faux. Un écrivain tourne autour de lui, généralement. Il te parle, voilà. Donc, et bien entendu qu'il y a un peu de moi, mais oui, mais parce que... Ceci dit, je ne parle pas de colonisation dans mes romans. Non. Il n'y a pas de colonisation. Moi, c'est aujourd'hui. Donc, la colonisation, c'est autre. La colonisation intervient dans mon 4e roman, dans le prochain. Donc, j'ai besoin d'aller donc au 19e siècle. Mais là, non, c'est pas la colonisation. C'est autre chose. C'est quand tout se défait, hein, quand vous mettez genoux à terre et que vous n'avez pas de capacité à renouveler vos rêves ou alors à en avoir, tout simplement. Donc c'est ça ce dont il s'agit. Et puis le roman, la littérature, c'est le lieu de l'inquiétude. C'est pas le lieu où tout va bien. C'est là où on pose des questions fondamentales, importantes. Et moi, mes questions tournent autour de ce qu'on devient quand on a pris dans les raies d'une histoire qui vous dépasse. Et on raconte toujours les guerres et on raconte toujours par celui qui détient le pouvoir ou celui qui a gagné, tout ça. On ne raconte jamais les histoires des femmes et des hommes, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont souffert, et comment leur trajectoire de vie a été brisée par la Grande Guerre ou par la Grande Histoire. On raconte, c'est peut-être, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Paco, c'est ça. Paco, c'est 1936-1939, la guerre d'Espagne, ça a été une guerre effroyable. Franco qui arrive des îles Canaries, passe par le Maroc, qui ramasse des hommes et qui rentre. Gibraltar, il arrive à Malaga, il détruit tout. Et c'est des femmes et des hommes qui sont assassinés, qui sont tués, et puis d'autres sont emprisonnés, d'autres sont exilés. Il y a des dizaines de milliers d'Espagnols qui ont quitté l'Espagne, qui sont partis, les républicains. Un grand nombre est venu vers la France, mais une partie est partie vers l'Algérie et le Maroc. Et à Oran, il y a eu 8000 républicains espagnols qui sont arrivés. Fort mal accueillis d'ailleurs. Très très mal accueillis. Mais ça, l'accueil par les colons était toujours le même. Au 19e siècle, déjà on se mettait sur la côte oranaise et quand les petites barques des Espagnols arrivaient, on leur tirait dessus et ils sont morts dans la Méditerranée. C'est plein aussi de corps d'Espagnols, la Méditerranée, du côté des côtes algériennes. Donc c'est une habitude de rejeter les Espagnols qui arrivaient. Et donc ils arrivent, les républicains, ils vont se reconstruire. Et moi j'ai trouvé le lien pour revenir à Oran, encore Oran. Pour revenir à Oran, donc, avec un républicain espagnol qui va essayer de se construire, et puis qui voit ce pays donc, passer. Il y a la Deuxième Guerre mondiale qui arrive, il y a tout de suite, dès qu'il arrive à Oran, en 1942, le débarquement des Américains, et puis il y a la guerre d'Algérie. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire pendant la guerre d'Algérie, lui qui est républicain? C'est pas sa guerre. C'est pas sa guerre, mais en même temps, il est impliqué. En même temps, il est le lien, il est le médiateur, il est au centre de tout. Enfin, il est... je pense qu'un écrivain a du mal à créer des personnages qui ne soient pas lui. Ou qui s'approchent. Et on voit l'importance du passé. On dit qu'il ne pousse rien à l'ombre des grands arbres, mais on dit aussi qu'on ne peut pas grandir sans racines. Juste une question de racines. D'accord. Juste ça, si tu permets, parce que
j'ai réfléchi qu'un jour quand j'étais à Hyères, Hyères, à côté de Toulon, et là-bas on cultive les palmiers. Donc une grande palmeraie là-bas, et l'Arabie Saoudite achète les palmiers. C'est intéressant. Hein. Donc on vient prendre les palmiers de Hyères et on les importe, on les envoie en Arabie Saoudite et on les replante. C'est quoi les racines dans ce cas-là? Moi, j'aimerais bien c'est quoi mes racines à moi? C'est quoi? Mes racines à moi, elles sont faites de plein de choses. Moi, je me sens, mais alors profondément espagnol, mais profondément français, mais profondément marocain, mais profondément algérien, mais profondément juif, mais profondément chrétien, musulman, alors que je suis athée. Mais je me sens de tous. Mais quelle racine d'où? Mon père, mon grand-père, et alors? J'ai construit aussi d'autres choses. J'ai construit une famille ici. Moi, j'ai une famille. Moi, quand je vais en Dordogne, je ne vais pas à l'hôtel. Quand je vais dans n'importe quelle ville de France, je ne vais pas à l'hôtel. Quand je vais à Oran, je vais à l'hôtel. Ça, c'est la chose la plus difficile pour moi à accepter. C'est peut-être pour ça que aller à l'hôtel à Oran, ça me semble quelque chose. Pour moi, c'est une manière encore de continuer cette humiliation. Donc, je ne vais pas à Oran. Est-ce que l'histoire de l'Algérie semble vraiment le personnage principal de tes histoires? Ces ruptures qui ont bouleversé ce pays, elles apparaissent comme tes propres blessures à toi, des illusions. Et l'amour qui unit tes personnages, est-ce que c'est pas, au fond, ton propre amour pour ton pays? Cet amour qui existe, mais de façon très fulgurante entre tes personnages, très, très fortement. Deya et Adel, c'est quand même très très fort. Ça avait été très fort avec les autres, puisqu'ils sont morts dans des conditions épouvantables, Salim et Besma. Mais il se trouve qu'il y a un amour très fort entre eux. Et est-ce que tu ne dis pas, à travers ces personnages remplis d'amour, l'amour que tu as pour ton pays? Même s'il y a le constat d'échec d'une génération, est-ce que ce pays, tu l'aimes pas de toutes tes forces? Et bon, comme c'est peut-être pas possible d'écrire pendant 250 pages Algérie, je t'aime, peut-être tu nous colles Paco au milieu, comme ça on a tous compris. Ou ces personnages. Non, mais bien entendu, mais c'est évident que qu'il est question d'amour. Hein. Mais quand je suis en Algérie, je vais à Alger. Peut-être c'est un peu plus difficile pour moi d'aller pour dépasser cela rapidement, un peu plus difficile d'aller à Oran. Mais quand je vais à Alger, je vais à Tipaza, je vais à Constantine, je prends beaucoup de plaisir. Je suis très content, j'aime beaucoup l'Algérie, j'aime profondément mais j'ai encore des hantises, j'ai encore des problèmes, j'arrive pas à dépasser quelque chose. Par exemple, il y a quelque chose qui nous terrifie, nous plusieurs Algériens, je ne suis pas le seul, qui nous terrifie, c'est quand on va en Algérie, au moment de repartir. Le moment le plus dur pour nous, c'est au moment de quitter l'Algérie. Ce n'est pas parce qu'on quitte l'Algérie, c'est parce qu'on a peur d'être arrêté à l'aéroport. C'est le moment le plus terrifiant pour un Algérien comme nous, parce que pour eux, même si j'ai la nationalité française, le fait d'être là-bas, c'est que je suis algérien. Hein. Le plus terrifiant, où on est liquéfié, où on est, en tout cas, au téléphone portable, en train d'annoncer que aux amis en France et ailleurs, je suis à l'aéroport, je passe la police, attention, je fais ça, presque signalé. Mais chaque fois, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de la folie quoi, dans nos têtes. Partir, quitter, prendre l'avion, Paris, Alger, arriver à Alger, on est heureux, je suis heureux, c'est un vrai bonheur. Passer les jours qu'on peut, tout ça. Mais au moment d'aller à l'aéroport d'Alger, je suis dans un état à ramasser la petite cuillère, attendre la fourche codine qui tombe. On vous enlève le passeport, tu ne peux pas sortir. Mais dis donc, ça on l'a lu dans Une longue nuit d'absence, Paco, quand il arrive, ils ne savent pas pourquoi, ils sont envoyés dans un entrepôt, après dans un bus, après ils sont déportés dans le désert. Donc ça, j'avais pas imaginé à quel point ça pouvait être vécu. Je me disais que c'était vécu, mais à ce point, de t'entendre dire aujourd'hui que c'est la boule au ventre qu'on passe l'aéroport, c'est quand même
je pense, quelque chose qu'on n'oubliera pas. Oui, mais vivre avec ça, c'est dur. Donc, des fois, on se dit, bon, allez, c'est pas la peine de partir. Et voilà. Bon. Dans n'importe quel aéroport du monde, vous arrivez, vous êtes en règle, votre passeport, votre visa, vous rentrez, au revoir, vous sortez, la même chose. Et tout ça. Vous arrivez à Alger, vous rentrez, c'est bien, ça se passe, vous sortez, et puis vous êtes arrêté. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui va vous sortir de là? Et encore, là, ces dernières années, ça s'est un petit peu calmé. Mais il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qui ont été assassinés, il y a des gens qui ont été torturés. Mais, alors c'est le moment le plus dur pour un Algérien quand il quitte l'Algérie, c'est-à-dire un Algérien qui vit, je veux dire, qui vit en dehors de l'Algérie. Partir, c'est un vrai bonheur. L'aéroport d'Alger, c'est le traquenard. On ne sait pas ce qui va arriver. Bon, alors on va parler de la mer. Hein. Alors, la mer, enfin c'est mieux. Alors, Deya et Adèle, dans Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut, l'ont traversé pour le ciel de l'Italie. Paco, lui, l'a traversé dans Une longue nuit d'absence pour gagner Oran après la défaite des républicains espagnols. Et Badil, le frère d'Adèle, il n'arrive pas à la traverser, ou plutôt il va y arriver en cadavre. Donc cette mer, elle a une présence très forte dans ton œuvre. Elle était plus que chère à Camus, qui est ménager, qui écrit Noces, partager tout ça, Tipasa. Que représente pour toi cet espace, cette mer dont on dit qu'elle parfois, elle refuse d'être bleue? Elle est quelquefois grise. Comment la mer, tu la sens comment? Parce que ça m'a l'air très très ambivalent aussi. Ben, c'est le lieu du naufrage, fondamentalement. Cette mer, c'est le lieu du naufrage. Je suis allé en Haïti et j'étais sidéré par le fait que les Haïtiens ne vivent pas, tournent le dos à la mer. Tous, ils ne vivent pas avec la mer. Hein. Et qu'il y a très peu de pêcheurs. J'étais à Port-Salut. Il y a des pêcheurs qui prennent des barques comme ça. Ils appellent ça bois fouillé, parce que c'est de gros troncs d'arbres qu'ils creusent et ils vont pas très loin parce qu'ils ne peuvent pas aller très loin. Mais ils tournent le dos à la mer et ils vivent avec la route nationale. Toutes les maisons sont sur les routes nationales. C'est pas là, en Haïti. Et donc, on m'a dit qu'ils étaient terrorisés par la mer dans leur imaginaire, parce que la mer, c'est par la mer que sont arrivés les esclaves, donc ceux qui ont fait ce pays. Et donc, pour moi, la mer Méditerranée, c'est le lieu du naufrage, fondamentalement. Donc, quand vous voyez le nombre de corps qu'il y a dans cette Méditerranée, donc, et puis parce que cette mer, le lieu du naufrage, c'est aussi le lieu où disparaissent tous les rêves, en tout cas du côté du sud. J'ai un rapport assez particulier à la mer, personnellement, parce que j'aime bien aller au bord de mer, mais je n'ai pas de rapport avec la mer réellement. Surtout la Méditerranée, particulièrement, j'ai pas de... Je préfère, moi qui suis né au bord de mer, à Oran, je préfère la montagne, le grand paysage, la grande plaine et tout ça, plutôt que la mer. J'aime bien aller au bord de la mer, faire une petite promenade et ça va, ça me suffit. Donc c'est aussi, je crois que c'est avec le pays, la ville d'Oran qui est construite le dos de la mer. Oran, aussi, hein. Elle tourne le dos. Donc c'est assez compliqué tout ça. C'est de l'ordre de la psychanalyse, je crois. Un jour, je devrais faire une... Mais c'est vrai que sur cette mer, tu racontes donc Si tu cherches la pluie, elle vient d'en haut. On assiste quand même à une scène où on récupère des naufragés qui ont voulu traverser la Méditerranée. Et on n'a jamais vu ça. Ils récupèrent ces naufragés, ils les mettent sur leur pont et ils les rejettent à la mer. Mais ça, c'est effrayant, quoi. Mais ça, je me suis inspiré d'un fait divers. Ah oui, ouais. C'est à Portopalo, en Sicile, en 1996. Ce sont des pêcheurs qui ont lancé leurs filets, et puis quand ils remontaient les filets, ils trouvaient des corps. Et ils les sortaient des filets, après ils les remettaient et ils les enfonçaient avec leurs pieds, parce qu'au fur et à mesure, ils arrivaient. Donc c'est une affaire qui a éclaté dans le monde entier, puisqu'il a suffi d'un journaliste italien qui a remué ciel et terre, alors que le maire ne voulait pas, le curé ne voulait pas, personne ne voulait qu'on en parle. Parce que si on en parle, le monde entier, les touristes ne viendraient pas. Et c'est grâce à ce journaliste que les choses sont si que le Premier ministre, à l'époque, nous sommes en 1996, Berlusconi était Premier ministre, était obligé de se déplacer, et qu'il y a un monument élevé pour ces gens-là. C'était des centaines. C'était des centaines, des gens qui ont repêché, mais qui ont rejeté, et qui ont été jetés à la mer par le capitaine.
d'un navire. Hein. Mais ça, c'est courant, ça. Il faut le savoir quand même, ça se passe souvent comme ça. Ce sont des passeurs et après, ils les laissent soit seuls dans des bateaux, soit ils les jettent à la mer. Pour beaucoup. Alors pour revenir à ton écriture, dont je te disais qu'elle était très incantatoire parce que tu reviens sur ce que tu dis. Je ne dis pas que tu te répètes, c'est une volonté. Comme s'il fallait faire surgir quelque chose d'essentiel mais qui serait quasi indicible. Et je pense à cette scène dont je te parlais, de description de l'agent qui fait la circulation. Il crie, il hurle, il fait comme ça, et tu répètes, il crie, il hurle, il fait comme ça. Et on comprend ce côté mécanique, cette absurdité, comme disait Camus, ce non-sens. Et puis, dans cette écriture incantatoire, je pense à cette scène absolument affreuse. Il y a des gens qui l'ont lu, ce livre, Si tu viens cherche la pluie, il vient d'en haut, et qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas supporté cette scène terrible de la mort de la mère qui est surimposée à l'amour de Deya et de Salim. En gros, une scène qui rappelle l'éros Thanatos, ce lien entre l'amour et la mort, où pendant que la fille aime son amant et c'est très bien, ils sont heureux, les fils tuent la mère. Et c'est dit dans le même temps. Donc, on supporte ni l'amour, ni la mort, ni le meurtre, parce que quand on lit l'histoire d'amour, on a peur du meurtre, et quand on lit le meurtre, ça gâche ce qu'on va lire après. Mais c'est une scène que tu as merveilleusement composée, dans laquelle reviennent des thèmes qui te sont très très chers, et des mots qui martèlent le réel beaucoup plus qu'ils ne le disent. Et tout à l'heure, on te posait la question sur Camus, mais pour moi, l'auteur Yahya Bellaskri, c'est une écriture faussement simple, parce que chaque mot est lourd de la pesanteur du monde. Et les fils, ils tuent leur mère, à Califourchon, là, c'est épouvantable. Ou alors, c'est léger comme l'amour. Et c'est le même écrivain. Et cette écriture est très épurée, très sobre, mais elle est quand même impitoyable. Elle me fait penser aussi que là, les sources sont chez Camus. C'est impitoyable. L'élève te disait, c'est très simple, Camus, parce que c'est comme ça qu'ils le perçoivent à leur âge. Mais c'est quand même une simplicité impitoyable. Et ton style, ton écriture incantatoire, qui va, si vous n'avez pas compris, va chercher l'émotion, va chercher l'horreur, elle est aussi impitoyable. Pour un homme qui a l'air aussi gentil, qui est très gentil, c'est quand même impitoyable. Terrifiant. Atroce. Pardonnez-moi de vous parler de quelque chose, mais je vous demande pardon. Dans le Nord Kivu, au Congo, l'ex-Zaïre, jusqu'à aujourd'hui, il y a des milices, vous savez ce qu'elles font? Je crois que certainement vous savez. Mais pardonnez-moi de vous rappeler ça. Ils arrivent dans un village et ils arrêtent tout le monde et ils disent au père de coucher avec sa fille en public et au fils de coucher avec sa mère. Écoutez, l'horreur infinie, elle est là. Elle est dans ce que font ces zombies, c'est des gens, pourtant c'est des hommes comme nous, mais qui font ça, ça dépasse l'entendement. Nous sommes dans quelque chose d'infrahumain, on ne peut pas comprendre. Comment on va faire? On va tous les arrêter, ces gens, les tuer, il faudrait arrêter ce qu'ils font. Et ça, c'est tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Hein. Au Nord Kivu. Il y a des documents qui ont été ramenés, il y a des images qui ont été ramenées qu'on ne nous passe pas à la télévision, heureusement d'ailleurs, parce que c'est insupportable. Et il y a des gens qui sont allés enquêter, qui ont ramené des photos, des documents et tout, et des témoignages. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui se passe dans un pays. On pourrait parler d'autres choses aussi. On peut parler des atrocités commises en Syrie. Quand le Bachar al-Assad envoie un avion et il balance des missiles sur un quartier, ou quand les islamistes qui sont contre Bachar al-Assad viennent et ne font pas de quartier. Et il y a des femmes et des hommes qui sont égorgés, qui sont éventrés. Bon. Ça, c'est la réalité, c'est pas le roman. Le roman, c'est l'indicible. Et puisque nous sommes dans l'indicible, oui. Cette scène, je l'ai écrite, et puis après, je continue à travailler, puis je dis, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon texte. Il manque quelque chose. En fait, là, pourquoi j'ai mélangé les deux scènes et je les ai écrites en même temps, l'une dans l'autre, c'est parce que il me semblait
qu'il ne fallait pas que les apôtres de la haine gagnent. D'ailleurs, dans ce texte-là, nulle part, je ne décris les terroristes ou ceux qui font des attentats. Il n'y a aucun personnage qui est décrit comme porteur de bombes. Il n'y a que les deux frères, mais je ne les décris pas, je ne parle pas comment ils sont. Par contre, Dahia, par exemple, même quand elle a un petit foulard, je dis qu'elle a un foulard. Même quand elle a un sac, je dis qu'elle a un sac. Parce que ce sont des choses qui paraissent simples ici. Mais dans une situation de guerre, c'est tellement important. Tellement important pour une femme dans une société où il y a une guerre civile, de veiller à se mettre son rouge à lèvres comme il se doit, de souligner ses sourcils, de mettre une belle écharpe, d'avoir une belle jupe, d'avoir un beau manteau. Et c'est une manière d'affronter la laideur, l'horreur. Donc c'est comme ça que je fais front à l'horreur, en parlant de ces porteurs du beau, précisément. Mais les autres, je ne les décris pas, parce qu'il n'y a pas besoin de les décrire. Pour moi, ce qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font. Et c'est ça ce que je dis. Donc, je ne voulais pas que ces porteurs de la laideur gagnent. Et donc, je me suis dit, et si ça se passait en même temps, simultanément? Parce qu'en fait, c'est presque simultané. Et à ce moment-là, je crois que j'essaye de faire en sorte que le lecteur touche un peu du doigt l'indicible, quelque chose d'insupportable, et qui est en même temps beau, qu'il essaye d'appréhender peut-être un peu, pas la réalité, mais un peu, disons, ce qui pourrait approcher la réalité. La pluie est un personnage chez toi, un personnage très, très important. Elle est même éponyme. Si tu cherches la pluie, on l'a dans le titre. Alors elle vient d'en haut, ou alors elle vient d'en bas, parce que Dieu semble avoir bien abandonné les hommes. Alors ce titre, c'était la phrase qu'a dit Abadil, son père, quand il était tout jeune. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette pluie qui tombe abondamment sur ton bus, abondamment là aussi? C'est différent dans Une longue nuit d'absence, mais cette pluie, c'est une pluie très bellascrienne. Oui, parce que c'est une calamité. Non. Un peu. La pluie est synonyme de bienfait, donc bien sûr, la pluie, c'est pour quand il pleut, donc on a la garantie d'avoir que ce qu'on a cultivé va donner ses fruits, qu'il y aura des céréales, qu'il y aura du blé cette année-là. Mais dans ce cas-là, la pluie, elle est dévastatrice. Elle ne ramène aucun bien, rien du tout. Parce que, au contraire, elle tombe d'en haut, mais en même temps, elle monte d'une terre craquelée, d'une terre qui est tellement sèche qu'elle se craquelle et qu'un jour, elle libère tout ce qu'elle a emmagasiné comme, pardonnez-moi, comme ordure, comme chose insupportable, et elle le crache à la figure de tout ce peuple-là. Et il pleut tellement que le cimetière qui est situé sur la colline, un jour, il va certainement dégringoler sur les vivants. Ce serait extraordinaire, de manière fantastique comme ça, qu'il pleut tellement que les morts vont venir déranger les vivants, parce que sur cette terre, sur cette terre, dans mes romans, c'est peut-être les vivants qui sont morts. C'est ça. Et qu'un jour, j'écrirai ce texte-là, ça viendra. C'est le cimetière qui arrive en ville et qui va déranger, demander des comptes aux vivants sur ce qu'ils ont fait. Parce qu'il faudra demander des comptes un jour. Il faudra demander des comptes. Il faudra tous qu'ils se prononcent devant un tribunal pour tous les rêves extirpés, pour toutes les morts, tous les gens torturés dans leur chair et dans leur esprit. L'extermination des idéaux et tout ça, c'est sûr. C'est bien qu'un jour ils passent devant le tribunal. Ouais, c'est sûr. Alors, ce sera l'avant-dernière question, c'est sur ton texte Une longue nuit d'absence, où il y a ce personnage de Paco que moi j'ai trouvé quand même très très différent. Paco qui est Enrique, Paquito, El Gupa, et le beau gosse, le guapo, le beau gosse. Et donc, avec deux parties, une première partie, l'Espagne, mon amour, et une deuxième partie, Me gusta Oran.
Et on découvre cette ville. C'est là que j'avais noté ça, cette ville qui sent la menthe fraîche, les beignets chauds dans ce café mort ou dans sa table. On écoute les Platters, on va au cirque, au foot, mais l'histoire continue quand même en filigrane. Et on dirait que Oran est un peu en retrait pendant quelques temps, malgré la guerre dans les Aurès, mais bientôt la folie va être là. Et tu dis, l'enfer est oranais. Paco est témoin de 3 guerres. Et moi, je trouve ce personnage assez différent. Alors, je ne sais pas, assez différent, mais extrêmement vivant. Et ça me rappelle que j'ai rencontré moi-même un Andalou qui s'appelait Paco. Eh ben, je pense que c'est celui-là que j'ai dû rencontrer. C'est pour ça que mon chat s'appelle Paco. Mais la question, c'était pas ça que je voulais te dire. La question, c'était que tu as une fin dans ce roman qu'on va peut-être pas révéler parce qu'il faut laisser du plaisir au lecteur. Mais il y a une fin absolument sublime avec ces gens qui attendent le retour de l'enfant du pays après une longue nuit d'absence. En somme, l'exil. Alors, je voudrais simplement te demander, est-ce que l'homme, pour toi, est forcément toujours en exil ? Bah, ça, c'est l'histoire de l'humanité. On est toujours parti de quelque part pour aller ailleurs. Tous les mouvements de l'humanité ont toujours eu lieu comme ça. Donc, qui sait d'où nous venons, d'où nous partons écoutez, on peut parler juste un peu de la France. La Savoie est devenue française dans les années 1870-75. La ville de Menton est devenue française en 1956. Moi, l'Algérien, j'étais français en 1830. Bon, et d'autres, je sais pas. Donc, on parlerait de l'Alsace qui est parti, qui est revenu, les allers-retours et autres. Donc, et on prend l'Empire austro-hongrois, l'Empire commence à bouger, tout ça. Regardez la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie. Mais de tout temps, les hommes, bon, on vadrouillait. Quand on prend, par exemple, au XIIIe siècle, il y avait des gens qui venaient d'Italie étudier en Algérie, à Béjaïa. Donc, Fibonacci, le plus grand mathématicien connu au XIIIe siècle, a fait ses études à l'université de Béjaïa. Au XIIIe siècle, bon, les philosophes qui ont fait leurs études à Marrakech ou à Fès au XIIe, XIIIe siècle, bon voilà. Je suis allé à Samarcande, j'ai vu que le nombre de gens qui sont passés par cette... D'ailleurs, tout l'Ouzbékistan est construit pour recevoir l'étranger. C'est extraordinaire. C'est un pays construit comme ça. Partout, il y a encore les caravansérails avec des puits à côté et les réservoirs d'eau et tout pour recevoir l'étranger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ça s'est modernisé, vous avez dans les villes ouzbèques, Samarcande, Tashkent, Bukhara, vous avez des hôtels de toute beauté, mais c'est des simples hôtels de chambres, comme ça, dans des petites ruelles comme ça, et vous poussez, c'est un patio, il y a des chambres absolument magnifiques, mais ce sont des maisons comme ça. Donc, tout est fait parce que c'est leur histoire. Les gens, toujours, c'est la route de la soie, sont toujours. Donc, c'est construit pour recevoir l'autre. Et les gens ont bougé. Donc, oui, l'exil, je pense qu'il est parti de l'être. Il fait partie de nous, de l'être humain. Mais moi, je ne le vis pas comme un malheur, je le vis comme une chance. C'est une chance inouïe, l'exil aussi. Ça peut être vécu, je respecte, par quelqu'un difficilement et tout, mais par d'autres, on a vu que on peut voir des cas formidables, des gens qui ont réussi en partant de chez eux pour ailleurs, sur une autre terre. En tout cas, moi, je le vis très bien, moi, je suis très heureux ici, moi, c'est chez moi. Donc, bien sûr, j'aime bien, j'aime l'Algérie, j'aime bien aller en Algérie, tout ça, mais pour moi, je veux dire, quand je pense à chez moi, c'est Paris, dans le 14e, depuis de longues années. Donc, je n'ai pas de questions à ce niveau-là, je veux dire. Et l'exil est porteur aussi de choses intéressantes, fortes, belles. Vous savez, on peut être exilé chez soi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont exilés chez soi. Moi, j'ai un copain, oranais comme moi, qui a mon âge, et qui me dit, je souffre, je suis exilé à Oran. Ils se sont exilés, ils souffrent. Il n'a pas voulu partir, pour des tas de raisons, mais il m'a dit, je suis dans une prison. Je parle d'aujourd'hui, hein. Alors qu'il n'est pas dans la prison, il vit, il travaille, c'est un écrivain, un poète connu, qui publie en France et en Algérie. Mais lui, il se sent en prison. Il me dit, je n'ai aucune liberté autre que celle d'aller voir mes enfants, d'aller à la cinémathèque, ou de temps en temps au théâtre, et voilà. Ou alors, son bonheur, c'est quand il quitte, il arrive à Marseille ou à Paris, parce qu'il a une rencontre avec son éditeur, ou qu'il a une rencontre littéraire. Après, il rentre à Oran, comme ça.
Il me dit, je suis en exil. Il est en exil chez lui. Et plein de gens sont en exil chez eux. Donc l'exil, ce n'est pas le fait simplement de quitter. C'est vrai que c'est douloureux de partir. Mais pour moi, ça a été quelque chose qui m'a permis de me reconstruire. Et d'ailleurs, Paco, il a une identité plurielle par ses différents exils. C'est lui qui, quand même, est au centre de tout. Et c'est un personnage, mais extraordinairement positif, qui m'amène à te dire que j'avais trouvé cette phrase sur ta relation à l'Algérie. Tu as dit dans une interview, je la transporte avec moi, mon Algérie. C'est lourd, mais j'aime bien la porter. Je crois que ça résume bien l'homme et l'écrivain. Et nous sommes très heureux que tu aies répondu à toutes ces questions. Je pense que tu mérites de grands applaudissements avant qu'on ouvre un débat. Merci.